du kiff, 30 vidéos la mine. Accomplir nos rêves et nos désirs, dépasser ses peurs sans redouter le bonheur. Acadis. Bonjour Perla. Bonjour. Je suis enchantée de vous accueillir sur le podcast. Dites donc, moi je suis très flattée. Pour toutes les personnes qui peut-être ne connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez ? Je m'appelle Perla, j'ai 77 ans. Je trouve que vieillir est une grande chance. Et je suis très amoureuse, non pas de ma jeunesse qui est derrière moi et que d'ailleurs j'ai pas beaucoup aimé, mais des jeunes comme vous aujourd'hui. Je suis tout de suite interpellée par le fait que vous disiez que vous n'avez pas forcément apprécié votre jeunesse. Non. Pourquoi ça ? Non, parce que les conditions et les mentalités étaient telles. D'abord, les conditions matérielles étaient, j'ai jamais manqué de rien, mais étaient difficiles dans ma famille. Et quand on est petit, on a comme ça des tas d'envies de jouer, de ceci, de cela, d'argent de poche, tout ça était plus compliqué. Aujourd'hui, je trouve que c'est une chance pour moi d'avoir été élevée avec d'énormes limites, à tous égards. Et puis, c'était pas très simple parce que c'était très difficile d'aller danser, c'était très difficile pour avoir des permissions pour sortir. En gros, ma vie, c'était la seule chose autorisée, c'était d'aller à l'école, de rentrer à la maison, de faire des trucs à la maison, de m'occuper de mon petit frère et de retourner à l'école. Voilà. Hein, c'était ça, en fait. Donc, il y avait aussi le goût de l'interdit qui a été éveillé et qui, je dois le reconnaître, manque un peu à vos générations et même à celles qui sont plus jeunes encore que vous. Il n'y a en gros pas beaucoup d'interdits. Et je trouve que braver un interdit, c'est vraiment comme sauter une barrière. Et ça vous donne un goût des choses. Ça ne veut pas dire que c'était merveilleux avant, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Hein. C'est pas du tout ça. Mais quand même, le côté j'y vais parce que j'en meurs d'envie, même si c'est pas autorisé. Et quand on rentrait de ce qu'on appelait autrefois les surprises parties, parce que moi je suis dans la génération rock et j'avais une passion pour ça, on rentrait avec des petits pulls qui sentaient la cigarette. Alors de toute façon, on pouvait absolument pas mentir. Donc on était trahis par nos petites Winsett qui puaient la cigarette. À quoi est-ce que vous rêviez quand vous étiez enfant, ado ? D'être danseuse étoile. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas donné vie à ce rêve ? Parce que j'ai commencé à faire de la danse classique et l'effort qui était demandé et la discipline qui était demandée était absolument au-dessus de mes forces. Peut-être n'avais-je pas aussi le talent ou pas suffisamment envie de ça. Mais l'image que j'avais de moi grande, c'était danseuse étoile. Alors, je ne suis absolument pas danseuse étoile, mais je crois que j'ai le goût de danser sur la vie. C'est encore plus beau, je pense. Et je crois que quand on avait discuté ensemble une première fois, vous m'aviez dit que vous étiez d'un tempérament assez rebelle quand vous étiez adolescente. Je crois que vous êtes partie assez jeune de chez vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette période et où vous êtes allée ? Oui, j'ai profité de ce qui a été au moment où s'est intervenu un drame, c'est-à-dire une très grande opposition à mon père. Et j'en ai profité, puisque je suis allée me réfugier chez mes grands-parents. J'ai transformé ce qui aurait pu être un drame, et qui m'a quand même beaucoup marqué, en une opportunité d'apprentissage de la liberté extraordinaire, parce que mes grands-parents étaient beaucoup plus tolérants que mes parents. Et puis, ils habitaient dans ce lieu qui a été vraiment l'image d'or de ma jeunesse, c'est-à-dire au bord de la mer. J'ai une passion pour la plage, la mer, la natation. Et mes grands-parents, moi j'habitais Fès au Maroc, qui est une ville intérieure, hein.
Et mes grands-parents habitaient dans ce qui s'appelait autrefois Mazagan et aujourd'hui El Jadida, et qui est à 100 km au sud de Casablanca, donc sur la côte atlantique. Et j'ai gardé pour la côte atlantique et pour l'océan une passion exclusive. Comment votre vie a changé à ce moment-là? Parce que j'imagine une petite adolescente de 14 ans qui passe de la ville intérieure marocaine avec ses parents à une vie au bord de la mer avec ses grands-parents. Il y a beaucoup de choses qui ont dû changer. Beaucoup de choses qui ont changé et en même temps, ce qui a changé, c'est que je n'avais plus cette pression, de ce conflit avec mon père et qui s'est élargi ensuite avec non pas toute ma famille, mais quand même une grande partie de ma famille. Donc, je me sentais légère, soulagée de ça. Et puis, au fond, il fallait aller à un lycée. J'ai changé un lycée pour un autre. Et ce lycée était plutôt plus petit, donc plus sympathique pour nouer des liens. J'y ai préparé, donc à 14 ans, j'étais en seconde. Mon bac, parce qu'à l'époque, il y avait 2 bacs. Et ça a beaucoup changé entre-temps, bien sûr. Ça est revenu à un seul, puis encore à 2, puis maintenant, je ne sais plus où ils en sont. Voilà. Et donc, il y avait 2 bacs. Le premier baccalauréat dont nous choisissions la section, mais je crois que c'est toujours vrai, entre les sciences, la philosophie et, je ne sais plus quoi, les mathématiques, peut-être, les pures mathématiques, je crois. Enfin, en tout cas, moi, j'avais choisi la philosophie et les littéraires. Et puis ensuite, le bac terminal, qu'on appelait terminal, il était par définition dans la même section, donc c'était en philosophie. Voilà. Il y avait là, vraiment, je me suis fait des amis merveilleux. C'était l'époque d'un engagement politique extrêmement puissant. C'était le problème de la guerre d'Algérie, et pour laquelle, évidemment, tous les jeunes étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, nous suivions tout ça. C'était l'époque de Sartre, de Simone de Beauvoir. J'avais des amis qui étaient très cultivés, ce qui n'était pas tout à fait mon cas, et qui m'ont initiée à la lecture, justement, de ces philosophes et de la presse, qui était évidemment très, très engagée. Nous avions des conversations extraordinaires. On se contentait de suivre l'actualité. Je veux dire, on n'était pas des militants. Je veux dire, il n'y avait pas de manifestations ou autre, mais nous essayions d'être le plus informés possible et de suivre l'actualité. Et il faut reconnaître que ce goût pour la presse m'est resté, et pour l'actualité, il n'a fait que croître et embellir, et le hasard de la vie, mais y en a-t-il un? J'ai passé ma vie dans la presse. Je me demande, avec le recul, parce que j'ai l'impression que vous avez fait pas mal d'introspection sur votre vie, sur ces années, notamment là, de jeunesse. Avec le recul, qu'est-ce que vous diriez, à vos yeux, est le plus important au final dans ces années dont on ne se rend pas forcément compte quand on les vit? Oui, c'est une chance. Voilà. On les vit comme une obligation, une absence de choix. Et en fait, ça a été une chance extraordinaire, y compris d'ailleurs pour me préparer au pardon. Car j'aurais pu garder une grande colère que j'ai eue, bien sûr, vis-à-vis de mon père et de certains de mes frères, pas tous, pas du tout, car nous étions une famille de 6 enfants dont j'étais le numéro 5. Il y avait 4 garçons et 2 filles. Et j'ai donc pu, commencer à aborder, étant donné la vie tellement agréable, aimante que mes grands-parents m'ont réservée, ces rencontres, qui m'ont ouvert l'esprit aussi au lycée. Toute cette atmosphère d'une toute petite ville, non que Fès soit une grande ville. Fès est une ville moyenne, si vous voulez, au Maroc, mais Mazagan était vraiment une toute petite ville. C'est essentiellement une ville de plage. Et donc, cette petite ville qui finalement, curieusement, n'avait pas les inconvénients de cette ville moyenne, qui est le qu'en dira-t-on, qui est le fait d'être
repéré. Il faut dire que ma famille était une famille très connue à Fès et connue dans l'histoire, puisque mes ancêtres sont venus s'installer. Ils étaient en Espagne, comme beaucoup de Juifs à l'époque. Et ils sont venus, une fois qu'Isabelle la catholique a décrété en 1452 de se débarrasser des Juifs. Donc ils se sont éparpillés autour de la Méditerranée. Et mes ancêtres à moi sont venus au Maroc, et particulièrement à Fès. Et ma fierté, c'est d'avoir comme ancêtre Maïmonide, qui est un des plus grands philosophes de l'époque. Et nous avons la chance, puisque notre famille a toujours été très éduquée, il y a une génération de rabbins, d'avoir un arbre généalogique qui remonte jusqu'à cette époque. Comment est-ce que vous connaissez l'histoire de vos ancêtres de 1452 Parce que les rabbins savaient lire et écrire. Ouais. Et que, voilà, on a eu la chance de pouvoir avoir comme ça des traces, même si évidemment il y a des contestations aujourd'hui, parce que je sais pas quoi, les dates ou les je sais pas quoi, c'est normal, je veux dire, sur autant de siècles. Mais en tout cas, nous sommes une très vieille famille installée au Maroc. Et quand on va à Cordoue, puisque Maïmonide était certes philosophe, mathématicien, mais il était avant tout médecin, il vivait à Cordoue. Et quand vous allez à Cordoue, sur une petite place ravissante, il y a la statue de Maïmonide. Vous êtes allé la voir ? Oui, bien sûr, je suis allée la voir. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi on s'attache à des trucs pareils, mais enfin bon, c'est vrai que ça compte. C'est un affect quand même. Non, mais c'est vrai un héritage, en fait. Voilà, on vient de quelque part, vous voyez, et puis ça a un visage, et puis voilà, il y a des livres, et puis il y a des voilà. Et peut-être aussi que mon goût pour la philosophie vient de là, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, il ne m'a transmis absolument pas son goût pour les mathématiques. Je veux dire, je suis totalement allergique aux mathématiques. On ne peut pas tout avoir. Du coup, quand est-ce que vous restez jusqu'à quand à peu près au Maroc ? Alors, d'abord, je suis restée simplement 3 années donc chez mes grands-parents. Puis, pour des raisons de retrouver la paix familiale, je suis retournée chez mes parents qui me l'avaient demandé instamment. Et j'ai préparé là ma première année de droit, puisqu'il y avait une faculté de droit à Fès, mais qui ne faisait que la première année. Et ensuite, je suis retournée à Casablanca pour finir mes études de droit. Et ensuite, ça a été Paris pour faire le doctorat. Voilà. Ça, c'est Quelle était votre question ? Je m'excuse. Jusqu'à quand vous étiez restée au Maroc, mais du coup, vous avez répondu quoi ? Vous êtes arrivée à Paris pour votre doctorat ? Je suis arrivée à Paris en novembre 66, exactement, le 1er novembre 66. Et je me suis inscrite à la fac immédiatement, enfin à la Sorbonne, en fait, c'était. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi en particulier Paris ? Parce que j'étais très, très chanceuse. J'ai été d'abord hébergée par un de mes frères à Casablanca, puisque j'avais pas de... Voilà, j'ai toujours fait des petits boulots pour arriver à m'en sortir toute seule, mais payer un loyer n'était pas encore dans mes possibilités. Donc, un de mes frères m'a accueilli chez lui à Casablanca, et ça a été des années de lumière, de joie, de rêve, de travail à la fac. Enfin, c'était exceptionnel comme souvenir. Et puis ensuite, j'ai été accueillie par un autre frère à Paris, qui a eu la gentillesse, voilà, de me le proposer, en tout cas pour la première année. Et voilà, de cette merveilleuse tradition familiale où les frères aident les plus jeunes, vous voyez, où on est comme ça dans cette entraide. Ça a été des valeurs que nos parents nous ont transmises et qui sont extrêmement précieuses. Donc, je suis restée 1 an chez mon frère. Et puis ensuite, j'ai trouvé une chambre dans ce qui s'appelait un foyer de jeunes filles. Je ne sais même pas si ça existe encore. Enfin, celui-là n'existe plus, mais je ne sais pas s'il existe encore des foyers de jeunes filles. Et il était au 24 rue Bonaparte, en plein cœur de la révolution de mai 68. En plus. Voilà. Ah ouais. Donc, j'étais au cœur de tout ça. Et même si je n'ai absolument pas une âme de militante, hein, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait mes petites révolutions personnelles.
Mais je n'ai jamais eu ni l'envie, ni l'ambition, ni la force, ni le courage, je ne sais pas, de participer à d'autres types de révolutions. Mais quand même, le spectacle de l'Odéon et de la Sorbonne était quand même à ne pas rater, donc j'étais absolument la première aux premières loges. Voilà. J'allais vous demander quel souvenir vous gardiez de mai 68. Est-ce que à l'époque on se rendait compte de ce qui était en train de se passer ? Parce que je me rends compte que c'est souvent a posteriori qu'on prend la mesure de la puissance d'un événement. Non, franchement, c'était la fête. Ouais. Voilà. Okay. Franchement, c'était la fête. Le seul truc, mais ça faisait partie de la fête, donc j'habitais rue Bonaparte, comme je viens de vous le dire, et je travaillais déjà à la régie publicitaire de Elle, qui se trouvait au drugstore Publicis, en haut des Champs-Élysées. Enfin, aujourd'hui, Publicis est toujours au même endroit. Voilà. Et donc, je venais à pied de la rue Bonaparte. Enfin, tout le monde marchait à pied, puisqu'il n'y avait pas d'essence. De toute façon, je n'avais pas de voiture, mais enfin, il n'y avait pas d'autobus non plus, il n'y avait pas de métro, il n'y avait rien. Donc, c'était la fête. Les gens se parlaient les uns aux autres, ce qui n'est quand même pas dans une grande tradition française, hein, ça. Mais enfin, c'était tout à fait sympathique. Et voilà, c'était la fête. Franchement, c'était la joie, la fête. Voilà, alors il y en avait qui avaient des projets révolutionnaires, qui s'envoyaient des pavés à la gueule, ce qui était quand même regrettable, mais enfin bon, c'est comme ça. Et sinon, alors le côté jouissez sans entrave, il est interdit d'interdire, je n'ai pas, moi en tout cas, réalisé que c'est quelque chose qui allait être durable et qui allait vraiment marquer non seulement ce temps-là, mais les générations suivantes. Et au fond, si cette révolution a eu pour effet immédiat, à mon humble avis, de détruire l'université française, hélas, ça c'est vraiment une conviction personnelle, elle a eu pour bénéfice de transformer totalement, au plan des rapports humains, de la culture, la société française, et pas seulement, parce que ce mouvement de mai 68 s'est quand même produit dans d'autres pays, chacun évidemment avec la culture du lieu, mais ces révolutions-là ont marqué totalement et d'abord les relations entre les hommes et les femmes. Aidées, n'oublions jamais, aidées quand même par le docteur Pincus et par la contraception et la pilule qui est sortie au même moment. Sinon, mai 68 tout seul n'aurait rien fait. C'est vrai. Rien. Et ensuite, bien sûr, merci Simone Veil. Merci. Oui, c'est très vrai, et je pense qu'on n'en parle pas assez. On étudie mai 68 en cours, mais on étudie les grandes dates, les événements qui sont une pérennité, mais il faut jamais oublier la contraception. Jamais oublier la contraception. La contraception seule aurait déjà fait énormément, bien sûr, pour la société, mais c'est vrai que le changement de mentalité, de rapport entre les hommes et les femmes, de début de révolution féministe en France, hein, quand même, c'était de ces années-là. Alors, il y avait des féministes bien avant, bien sûr, mais enfin, je veux dire, quand le mouvement de transformation de la société est intervenu vraiment à ce moment-là. Et pourquoi vous pensez que ce mouvement a aussi détruit l'université française ? Parce que je considère que le niveau de l'université française, à force de réformes, je crois qu'il y a dû y en avoir à peu près 17, enfin je n'ai pas les chiffres en tête, à force de se transformer, plus personne ne savait en arrivant à l'université, ni même le mode d'inscription. Enfin, quand je vois aujourd'hui, c'est un parcours du combattant, c'est totalement dissuasif. Enfin, l'université est un lieu d'accueil, est un lieu d'encouragement, est un lieu de progrès, de savoir, de relations, de connaissances. C'est quand même devenu un parcours du combattant où je vois ça au niveau de mes petits-enfants, mais c'était déjà vrai même pour les quarantenaires d'aujourd'hui, hein, évidemment, quand même extrêmement décourageant, quoi. Extrêmement décourageant. Enfin, je veux dire, ce numerus clausus qu'ils ont institué pour la fac de médecine avec une incohérence incroyable, et aujourd'hui, on n'a pas assez de médecins en France, ben forcément, évidemment, il y a un numerus clausus. Donc, on fait appel, et heureusement,
à des médecins qui viennent de partout. Je veux dire des Roumains, des Égyptiens, voilà. Quand on va à l'hôpital, on est quand même assez. Moi, ça me ravit. Sauf que c'est dommage d'avoir privé quand même une génération entière, des générations. Et moi, j'ai un neveu qui a hélas morflé de ça, parce que c'était le numerus clausus. Mais donc, il y a eu quand même un certain nombre d'erreurs, mais qui n'en fait pas? Sauf que l'université française en a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, moi, je n'ai toujours qu'une seule réponse à toutes les violences qui peuvent traverser, habiter, rythmer les jours et les nuits dans nos villes et nos contrées. C'est l'absence d'éducation. On devient violent quand on ne comprend plus le monde où on est et où on vit. Bien sûr que les conditions matérielles, évidemment, de certains, et trop nombreux encore, sont là pour contribuer à tout ça. Mais si on se laisse attirer par des intégrismes religieux, quels qu'ils soient, c'est tout simplement parce qu'on est ignorant. Alors vous qui avez quand même beaucoup plus d'expérience de la vie que moi et qui avez vécu différentes époques, je suis contente de pouvoir parler de ça avec vous parce que personnellement, quand je peux échanger avec certaines personnes et que ces personnes déplorent la violence aujourd'hui dans nos sociétés et voilà, qui ont vraiment une vision presque catastrophiste de ce qui nous attend ou de ce qui est en train de se passer, moi je peux m'empêcher, de par le peu de connaissances que j'ai en histoire, de mesurer leurs propos et de leur dire honnêtement, on vit quand même dans une époque plutôt protégée de grandes violences, de grands combats. Il y en a, et dans notre pays, et dans notre pays particulièrement. Vraiment. Parce que qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que oui, il y a de la violence aujourd'hui, mais est-ce que au final, si on regarde l'échelle de l'histoire, on n'est pas une des époques les plus protégées au final? Infiniment moins, bien sûr, infiniment moins. Ce qui est, par contre, peut-être, je ne suis pas loin de là, historienne, mais ce sont ces intégrismes qui, d'ailleurs, de manière transversale, pourrissent le monde. On n'est pas simplement là en France. Encore une fois, des intégrismes de toute religion. Je ne parle pas du tout de l'islam particulièrement, absolument pas. Mais il y a cette, cette orientation, ce choix d'un trop grand nombre d'hommes et de femmes de tous âges qui sont attirés par ce qui est quoi, en fait? Ce qui est de l'autorité. De l'autorité. Et ne reconnaître parce qu'il y a dans les intégrismes, évidemment, des lois extrêmement puissantes. Et quand on n'a pas, et quand on est dans l'ignorance de ce que ça signifie, ça donne quand même des courts-circuits qui sont extrêmement regrettables. Extrêmement regrettables. Donc, je crois que l'absence d'éducation et de culture est le mal absolu, toute époque confondue. Mais aujourd'hui, où on peut avoir de la connaissance à sa portée, même si on n'est pas à l'école, pourri par les fake news, bien entendu, mais on pourrait aussi, et il y en a beaucoup qui le font, qui se servent d'Internet pour de la connaissance, en tout cas trier, vérifier, etc. Mais on peut aussi n'avoir la tête truffée que de fake news parce qu'on n'a pas d'éducation, hélas, parce qu'on n'a pas de culture, parce que votre famille, vous n'avez pas eu la chance qu'elle vous en donne, parce que ça fait partie des chances qu'on trouve au berceau. Et à ce moment-là, si vous ne vous prenez pas en main tout seul, vous ne pouvez pas. Et c'est vrai que l'université est encore difficilement accessible, bien que dans notre pays, elle soit gratuite. N'oublions jamais ça. N'oublions pas ça. L'université et l'hôpital sont totalement gratuits. Donc,
Merci la France, n'oublions jamais de dire merci la France. C'est vrai. Et je me demande quand même pourquoi, du coup, on en arrive à ce que vous constatez, qui est que malgré l'accès à la santé et à l'éducation aussi accessible, je n'ai pas l'impression qu'on s'en sorte mieux que l'Angleterre ou les États-Unis, qui ont pourtant un système éducatif payant, quoi. Oui, qui ont un système éducatif payant. Je ne saurais pas dire si on s'en sort pas mieux. Je crois qu'on s'en sort mieux. Je crois franchement qu'on s'en sort mieux, mais que nous ne disposons pas assez d'informations pour en avoir la preuve et le savoir, vous voyez, et le comprendre. Il faut dire que nous sommes asphyxiés puisque les médias obéissent au mouvement de Panurge. Et que, évidemment, là, indépendamment de la Covid, parce que la Covid, ça n'a qu'un an quand même, hein. C'était long, c'est long, ça sera encore long, ça c'est certain, mais enfin, je veux dire, à l'échelle, ne serait-ce que d'une vie humaine, c'est pas beaucoup, si on a la chance que ça s'arrête bientôt. Mais même avant la Covid, vous avez toujours une information qui est matraquée pendant quelques jours. La Covid, c'est quand même le record absolu, hein. Ça, c'est quand même l'information qui a tenu le haut du pavé le plus longtemps possible et dans des proportions considérables. On peut comprendre pourquoi. Mais tout le reste a été occulté. Tout le reste a été occulté. De même que dans les salles de réanimation, les autres maladies sont obligées de laisser la place, n'est-ce pas, à des malades atteints gravement de la Covid. Donc, tous ces équilibres-là sont difficiles. Ils sont très délicats. Ils sont très pénalisants pour les uns, et même s'ils laissent une priorité, mais imposée par la gravité de l'époque et de la maladie, même s'ils laissent, encore une fois, la priorité à tout ça. Mais vraiment, si vivre était simple et gouverner était simple, ça se saurait. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est souvent ce que je réponds aux critiques. Et je suis très contente, personnellement, d'avoir à la tête de la France Macron et son gouvernement. Je me permets de dire ça, mais c'est évident. Parce que l'alternative, je ne sais pas où elle est. Ouais. Mais en tout cas, cette réalité-là, elle est là et nous l'avons et il vaut mieux qu'on s'y accroche. C'est sûr. Non, mais je pense que c'est un podcast qu'on a fait intéressant, qui sortira la semaine prochaine avec un invité dont je ne révélerai pas le nom. On a beaucoup parlé de politique et du fait que on a tendance à critiquer à chaque fois la personne élue à la tête du gouvernement depuis la Ve République, et qu'en fait c'est peut-être pas l'homme le problème, mais plus le costume qu'on lui a taillé, à savoir la Constitution, et qui fait peut-être qu'on attend un homme providentiel. Alors que c'est peut-être pas, au final, aujourd'hui, ce que la société attend ou a besoin, et qu'il faut peut-être repenser le système gouvernemental. On en revient à l'éducation. Vous savez, l'éducation, c'est le sens de la nuance. C'est ça, le principal bénéfice de l'éducation. Ça n'est pas forcément de savoir à quelle date s'est passée telle chose ou telle chose. Encore que tant mieux pour ceux qui le savent. Mais ça vous oblige à penser la complexité et à avoir le sens de la nuance. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, dans cette précipitation d'aujourd'hui et cette absence de culture sur laquelle je reviens, pardon de radoter, mais je reviens là-dessus, mais sur cette urgence que tout le monde a pour vivre, pour parler, pour bouger. Moi, je suis frappée par le nombre de jeunes que je ne comprends pas, tellement ils parlent rapidement. C'est quand même assez extraordinaire, cette accélération de tout, d'accord ? Alors, il y a, je crois, ce sens de la nuance qui vous vient par l'éducation, parce que vous savez mettre en perspective certaines choses, n'est-ce pas ? Ça, c'est très, très important. Et ça, j'en reviens, c'est l'éducation. Et puis, la critique est aisée. La critique est aisée. Et très sincèrement, je suis très contente qu'il y ait des gens qui veuillent faire de la politique, parce que très sincèrement, c'est pas un mode de vie enviable. Ouais. Mais
il y a un point que je voudrais dire à vos auditeurs et vos, comment on dit, auditeurs Instagram, et auditrices. Auditeurs et auditrices, bien sûr, auditrices et auditeurs d'ailleurs, d'accord. C'est la politique est une chose essentielle, non seulement au sein d'un pays, d'une société, mais d'une civilisation. Et elle a été, hélas, trop mise de côté, et la culture et l'engagement politique des jeunes est quand même très modéré par rapport à ce qu'a été ma génération. Je ne suis pas là pour dire qu'avant c'était mieux. Je dis simplement qu'être citoyen d'un pays, ce qui est quand même une constante pour chacun d'entre nous, quelles que soient les générations, vous oblige et vous invite à vous informer de ce qui se passe dans le domaine politique réellement, de faire vos choix et d'être vous-même le jour où il faut voter dans un bureau de vote. Ça, c'est quelque chose qui tient une société, qui permet à une civilisation de perdurer. Donc, je m'autorise à lancer cet appel parce que nous avons toujours des élections qui se préparent et quelles que soient les élections régionales, départementales, nationales, enfin voilà. Vraiment, ce geste-là, vous devez de le faire. C'est l'avenir, c'est votre avenir et celui de vos enfants. Donc, il est très important pour le tissu social que ce geste-là soit fait. Est-ce que vous avez observé ces dernières années, petit à petit, le désengagement politique, le désintéressement? Parce que j'ai du mal à l'expliquer, comme vous le dites, au final, l'information est de plus en plus accessible. Donc c'est assez paradoxal que malgré le fait qu'aujourd'hui, chacun et chacune est en mesure de s'informer s'il le souhaite, pourtant, de moins en moins de personnes le font. En fait, moi, mon interprétation, c'est qu'il y a une lassitude et une perte de confiance dans le corps politique parce qu'on attend trop de cette fonction-là, qui fait qu'on ne prend même plus le temps de s'informer sur les différents programmes, sur les différentes idées de chacun et de chacune, parce qu'on pense que ça ne vaut plus le coup, en fait. Il y a un côté où les gens, j'ai l'impression, sont presque dégoûtés, en fait. Mais parce que ça n'est pas de la vraie information. Parce que ça n'est pas enseigné à l'école. Parce qu'il n'y a pas... On n'inculque pas le sens civique à l'école. Hein, ça fait partie des choses qui existaient et qui n'existent plus, et c'est franchement dommage. Alors bien sûr que la presse n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et elle est évidemment accessible à chacun. Mais le drame des fake news est là aussi. Et vous le savez, toutes les études le prouvent, une fake news circule à peu près à 70-75% de vitesse et une bonne information à 30%. C'est dingue quand même, ça. C'est ainsi, les humains sont ainsi faits. Donc, on ne va pas les transformer, on va simplement les inviter. On sait très bien où trouver des vraies informations et on sait très bien où en trouver des fausses. Donc, que les fausses vous amusent, c'est votre droit. Mais à condition que vous les étiquetez comme telles et que, à côté de ça, vous puissiez connaître la véritable information sur un sujet, quel qu'il soit, le sujet qui vous intéresse. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la nuance, parce que la vie est très complexe, la politique, c'est le comble de la complexité. La science, c'est extrêmement complexe parce qu'aujourd'hui, tout le monde est des spécialistes de la Covid. Hein, vous avez remarqué ça. Bon, personne ne donne la même information, mais tout le monde est spécialiste et tout le monde a un avis. Bon, et ne porte pas de masque en plus. Hein. Donc ça, s'il y a quand même une information simple à donner aux gens, c'est que pour l'instant, portez un masque par pitié et lavez-vous les mains. C'est quand même pas compliqué. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Mais même ça, voilà, il y a chez encore trop de personnes, même si les Français ont été vraiment assez remarquables, je dois reconnaître, et bien même pour des gestes aussi simples, il y a une manière d'affirmer une rébellion. Alors voilà, la rébellion, ça consiste à laisser circuler le virus. C'est quand même
assez imbécile, vous conviendrez. Hein. Mais ça n'est pas que les jeunes, hein. Pas du tout. Hein. Je ne dis pas du tout, je ne suis pas du tout en train d'ostraciser, je veux dire, la jeunesse. Mais il y a une absence totale du sens civique. Parce que là, c'est vraiment pour se protéger et protéger les autres. Il y a une absence totale de sens civique qui n'est enseigné nulle part. Ou il est dans votre famille et vous avez la chance d'avoir une famille qui a pu vous sensibiliser à l'importance de ça, ou vous faites des études qui, elles, vous permettent, du droit ou autre, ou en sciences politiques, qui vous permettent de l'avoir, ou c'est nulle part. C'est très vrai, c'est très vrai. On a ce qu'ils appellent des cours d'éducation civique, mais honnêtement, c'est très barbant déjà. Ben voilà. Et ça n'enseigne rien, c'est très théorique. Alors que je pense que je le vous dis que civisme, il y a l'école, un peu une pratique voilà. aussi, quoi. C'est pour ça que je vous dis que l'école et l'université, dont on a la chance, on le répète, qu'elles soient gratuites chez nous, formidables, je crois qu'elles ont beaucoup souffert de ces réformes incessantes depuis mai 68, qui ont été faites avec une intention de libérer, etc., bien sûr, mais qui ont été une catastrophe absolue parce que trop nombreuses, trop successives. Voilà. Donc, je crois qu'il y a là à se poser, à remettre vraiment tous les pions dans le bon ordre. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu un grand vent. Imaginez un dictionnaire, même si la génération actuelle ne sait plus ce que c'est qu'un dictionnaire papier. Mais je vois toujours comme si c'était un jour de grand Mistral avec un dictionnaire, voyez, posé sur une chaise et dont les pages tournent absolument à une allure vertigineuse. Voilà, c'est un peu ça. Vous qui avez travaillé dans les médias, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer peut-être les personnes qui auraient pu réformer l'éducation, qui étaient en mesure de faire bouger les choses? Mais tous ceux qui l'ont fait avec une bonne intention. Je n'ai absolument pas de doute là-dessus. Personne ne s'est dit « je vais détruire l'université ou l'école ». Bien sûr que non. Mais chacun avait son opinion. Et puis convenons-en, il était important que la personne qui arrive fasse différent de la personne qui partait. Ouais. La vie est comme ça, les humains sont comme ça. Et que, voilà, maintenir, ne serait-ce que le temps que ça s'installe, parce qu'il faut du temps pour installer quand même. Ouais. Hein ? Et vraiment, mon admiration, tout comme elle va aux infirmières, aux infirmiers, aux réanimateurs et tout le corps médical, elle va au corps enseignant. Mais alors, ce sont des saints et des saintes pour moi, vraiment. Avant d'en venir à des questions un petit peu plus philosophiques, je voulais qu'on revienne sur notamment ce qui a marqué aussi votre vie, qui est la création et la direction du magazine Psychologie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez été amené à le fonder, pourquoi et voilà ce qui s'est passé après ces années-là? C'est souvent en tout cas dans notre chemin, Jean-Louis et moi, un hasard. Et alors, il n'a pas fait le groupe Expansion, je n'étais pas dans sa vie du tout, mais il n'a pas fait le groupe Expansion par hasard. Il l'a fait parce qu'il avait un flair extraordinaire et qu'il voulait quitter son frère à l'Express, puisqu'il avait fait l'Express avec son frère et avec Françoise Giroud, et que pour des raisons familiales, parce que ça finit toujours par ne plus fonctionner, il a voulu prendre son indépendance, et à ce moment-là, il a fait l'Expansion, il a eu le flair que les cadres, à l'époque, il avait 29 ans quand même quand il a lancé ça. Quand il a lancé l'Expansion, il avait ce flair que les cadres allaient avoir besoin de culture économique et effectivement, ça s'est avéré être une formidable intuition. Lorsque nous avons fait Psychologie, c'était très différent. On nous a proposé de racheter un magazine qui s'appelait Psychologie déjà. On a regardé ça. Nous vivions à l'époque au Maroc parce que nous étions allés 3 années au Maroc à la demande de Jean-Louis qui, au moment où il a vendu le groupe Expansion, a eu envie de se donner un peu d'air et de prendre un peu de distance par rapport à la France. Donc nous étions à Casablanca, nous faisions un magazine qui a été aussi par chance un très gros succès, même le marché est tout petit, mais quand même. Et on nous propose
de racheter, un coup de fil, le magazine Psychologie. Moi, j'ignorais complètement l'existence de ce magazine, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Jean-Louis le connaissait, car les créateurs, à l'époque, l'avaient approché. Jean-Louis a eu longtemps une image de New Age, parce qu'il est allé vivre à Stanford, une année où il a enseigné. Et c'est vrai que c'était la grande époque du New Age en Californie. Et il a eu pas mal cette image qui lui a collé à la peau très longtemps. Non, elle n'est pas du tout négative, mais enfin, c'est pour dire. Donc, étant donné cette image-là, les gens qui ont créé Psychologie sont allés le voir. Et à l'époque, il n'avait pas du tout jugé bon de rentrer dans cette aventure. Puis, je ne sais pas combien d'années après, voilà que les propriétaires, qui étaient un couple, voulaient le vendre. Nous étions au Maroc et je dois avouer que moi, je n'avais qu'une seule idée en tête, c'est de rentrer à Paris et de quitter le Maroc, moi qui suis marocaine. Je voulais rentrer ici et je me suis dit, je connais mon Jean-Louis, si je ne lui donne pas un os à ronger, il ne rentrera pas. Lui-même, bien sûr, avait un avis, bien entendu, sur la question et était très tenté. Et moi, j'ai dit, allons-y, j'y vais. Alors que je ne savais pas du tout dans quoi on s'embarquait. On achète Psychologie, on rentre en France, nous sommes en 97. L'année de ma naissance. Et puis, oui, formidable. Et puis, nous voyons cette espèce de machin qui était franchement, honnêtement fait, mais qui n'était pas du tout un magazine grand public. Il vendait quand même 60 à 65 000 exemplaires, ce qui n'était pas rien. Enfin bon, il était triste, il n'était pas maquetté, il y avait peu d'images, parce qu'il y avait peu de moyens aussi. Bon. Donc on a repris tout ça, on a tout transformé. Jean-Louis a eu, une fois de plus, car elle est de lui, l'intuition de nommer ce magazine « Mieux vivre sa vie », c'est-à-dire vraiment une promesse qui touchait tout le monde, et pas seulement les gens intéressés par la psychologie. On s'est longuement intéressé sur le fait de savoir si on allait changer ce titre à coucher dehors. Et car il faut replacer les choses dans le contexte. En 97-98, la psychologie, c'était fait pour des fous. Ou pour des sectes. Et il a fallu quand même dépasser tout ça. Je me souviens de la première fois où je suis allée chez L'Oréal pour présenter le magazine, au moment du lancement, et où on m'a dit... Il y avait un article sur l'acupuncture, donc j'avais présenté le sommaire de ce qui allait être le prochain numéro, le premier numéro de notre formule à nous. Et il y avait un article sur l'acupuncture qui était fort bien fait. Et on m'a dit, mais c'est une secte. Aujourd'hui, et depuis quelques années, qui n'a pas son acupuncteur? Donc c'est pour vous dire que l'évolution s'est faite, bien sûr, probablement... non pas grâce à nous, mais nous étions aussi un petit acteur de de cette conscience-là, de cette ouverture, et tout a été comme ça. Mais nous voulions faire ce magazine pour donner conscience aux gens que chacun était responsable de son bien-être, et puis de l'élargir évidemment au plus grand nombre. Et la réalité a totalement dépassé notre intuition, puisque nous avions tiré le premier numéro à 120 000 exemplaires et qu'il s'est vendu en 48 heures. C'était un mensuel. Et ça ne s'est jamais démenti pendant 10 ans. Voilà. Et nous l'avons vendu, en tout cas, à un moment, parce qu'il y a des leçons que vous donne la vie quand même quand vous ne faites pas semblant de les oublier. Voilà. Jean-Louis avait été obligé de vendre le groupe Expansion à un moment où ça n'était pas le meilleur moment. Donc voilà, ça a été un peu des difficultés à traverser, que nous avons eu la chance de traverser ensemble. Donc ça, c'est évidemment toujours plus facile, j'ai envie de dire. Et puis, il a donc eu la ferme attention, parce que ça, c'était vraiment son domaine, de vendre Psychologie au mieux. Voilà, ce qui a été le cas, parce que c'était vraiment la réussite de la presse de la fin du XXe siècle, voilà, et du début du XXIe, puisque nous l'avons vendu en 2008 au groupe qui s'appelait encore Hachette et qui est devenu Lagardère.
Et puis c'était bien, nous en a pris, parce que quelques mois après, la presse a commencé à, hélas, dégringoler, parce qu'Internet était là. Explosé. Et voilà. Vous parlez des leçons de la vie. Alors ça va être une question assez large, mais comme je sais que vous êtes féru de philosophie et que vous êtes d'une grande sagesse, je souhaitais savoir si vous aviez peut-être 3 leçons que la vie vous a enseignées à nous partager. Peut-être s'il y avait 3 leçons que vous aimeriez transmettre à vos petits-enfants. Oui. Lesquelles ce seraient ? On ne fait jamais rien tout seul. Les autres sont essentiels à notre vie, à chacun. Il est bon de cultiver la joie. Quand on a la chance de l'avoir à la naissance, génétiquement, c'est formidable, mais ça n'est jamais que 50% du chemin. Mais quand même, il faut veiller à la développer à chaque instant de la vie. Et puis, ce que la vie m'a appris, c'est que la joie est contagieuse. Donc, je dirais, frottez-vous aux gens joyeux. Ça vous aidera à traverser la vie. 3 enseignements très précieux. Je voulais aussi qu'on aborde un petit peu le sujet de la vieillesse. Vous en avez parlé au tout début de l'épisode et je sais que vous avez beaucoup écrit à ce sujet. Quand est-ce que vous avez accepté ce rapport à l'âge et qu'est-ce qui fait, à votre avis, que vous le vivez aussi sereinement alors qu'on est dans une société qui, notamment envers les femmes, il faut le dire, est aussi culpabilisante sur le fait de prendre de l'âge ? Oui, ce jeunisme est franchement, déconnecté de la réalité. Parce que j'appartiens, simplement parce que je suis née en 43, j'appartiens à la première génération d'hommes et de femmes, mais de femmes, comme vous venez quand même de le spécifier plus particulièrement, de femmes qui sommes surpris de vieillir de la sorte. Je m'explique, quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, personne ne m'a jamais dit que quand j'aurais, j'en ai 77 aujourd'hui, mais quand j'en aurais 70, 75, qui est quand même un vrai âge, je serais active, curieuse, entourée de jeunes, et comme j'ai la chance de ne pas être atteinte par évidemment une maladie et que j'ai mon autonomie, parce qu'il ne faut jamais oublier ça, c'est ça qui fait qu'on bascule. Bien sûr, c'est un problème de santé. Eh bien, je n'ai pas du tout le sentiment d'être déconnectée de l'existence. Donc, je suis cette première génération, j'appartiens à cette première génération. Et je passe mon temps à m'entendre dire « Oh, c'est pas vrai, on dirait pas, vous faites pas votre âge. » Mais c'est devenu très banal. Il y a plein de femmes et d'hommes de cet âge qui ne font pas leur âge. Et c'est normal. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Alors, la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc, la moindre des choses, c'est de s'en étonner. Mais c'est fini. Maintenant, alors attention, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être réversible. Ça peut l'être, bien sûr, réversible. Et on sent déjà maintenant que, en tout cas, l'espérance de vie à la naissance est très légèrement en train de baisser, y compris en France. Cette année pour la première fois. Tout ça est fluctuant, bien sûr. Mais en tout cas, c'est à noter. Donc, ça peut être réversible, mais pour l'instant, c'est constant et ça progresse depuis, encore une fois, cette génération-là. Tout simplement ma génération. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait de cette vie-là ? Parce que la retraite, elle est quand même encore à un âge imbécile. Bon. Et puis l'image de vieillissement des femmes surtout, c'est à partir de 45 ans. À partir de 45 ans, chercher du travail, vous ne le trouverez pas. Avec de grandes difficultés. Merci à toutes les associations telles que Force Femmes qui aident les femmes de 45 ans à retrouver du travail. 45 ans, c'est une jeunesse. Ouais, c'est dingue. C'est la moitié de la vie, quoi. Non, mais c'est vraiment à mi-vie. On est vraiment à mi-vie. Bon, mais j'allais dire, c'est dommage, mais je dis aussi c'est normal parce que c'est une révolution dans l'histoire de l'humanité. Donc, il faut arriver maintenant à se coller à cette nouvelle réalité et à en faire quelque chose.
qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vieux ? Et on y est. On y est. Je veux dire, il faut savoir que dans une perspective à 30 ans, il y aura plus d'hommes et de femmes en France âgés de plus de 65 ans que de jeunes de 20 ans. Donc, il faut regarder, ça peut donner des frissons et de la terreur, hein, mais il faut regarder cette réalité en face, qu'est-ce qu'on va en faire ? Bon, moi je suis une militante de l'intergénérationnel. Moi aussi, grande Les fervente. ghettos de jeunes et les ghettos de vieux ne font du bien ni aux uns ni aux autres. Chacun a apporté à l'autre, en fait. Et ce serait formidable de commencer à y réfléchir. Certains le font, admirablement, certains le font, mais je crois que c'est vers ça que nous tendons. Et J'ai qu'il faut tendre. Ouais, je pense aussi. Bah, en fait, on voit qu'il y a des. En fait, ce qui est dommage, je trouve, c'est que ce qui régit vraiment notre société, c'est l'économie. Donc, j'allais dire, on voit des business, des entreprises qui se lancent dans ce qu'on appelle la silver economy. Il y a un terme qui est apparu. Mais on pense moins au côté social de la chose et ce que ça peut apporter. Et on pense moins, en fait, enfin voilà, à des choses Bien assez sûr. Mais primaires. j'ai lu un papier intéressant, mais c'est vraiment la semaine dernière, sur l'habitat. Par exemple, que ce soit des vieilles, voilà, que ce soit des dames âgées qui sont encore bien et qui ont leur lieu et qui, voilà, hébergent, louent une chambre à des jeunes. Voilà. Donc, ne serait-ce que ça, pour que ni l'un ni l'autre ne soit isolé. L'isolement, jusqu'à présent, nous parlions de l'isolement des vieux, qui est une catastrophe. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'isolement. Sinon, c'est vraiment de la mort à petit feu. Hein ? Alors, on doit tous mourir. Le problème n'est pas d'éviter ça, mais d'y aller, en tout cas, le plus sereinement possible, entre guillemets. Ça, c'est déjà une chose. Mais depuis la Covid, on est en train de voir l'isolement des jeunes. Hein, donc ça, c'est terrible. Ça, c'est encore plus terrible, bien sûr. Chaque fois que des jeunes sont touchés par le fait de ne pas pouvoir s'alimenter, par le fait d'être isolés, par le fait d'être déprimés, évidemment que c'est encore plus touchant. C'est encore plus touchant. Bon sang de bonsoir, il y a bien quelque chose à faire entre ces deux générations. Enfin, ça paraît crever les yeux. Je ne dis pas que ce soit simple à faire, mais parlons-en. Et commençons à y réfléchir. Pour aborder aussi un sujet qui quand même, je pense, ce vers quoi tout le monde aspire, et je sais que vous avez aussi pas mal réfléchi à ce sujet. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui permet au final d'être heureux, ou en tout cas, vous, quand vous regardez toutes ces dernières années, peut-être comment vous visualisiez le bonheur à 20 ans, et comment vous le visualisez aujourd'hui, après toutes ces années de vie et d'expérience ? Je ne vois pas de différence entre le fait de bien vivre et de bien vieillir, quand on a la chance de ne pas être malade. C'est pour ça que je dis toujours, bien vieillir, ça s'apprend très tôt. Donc, si on sait, si on a appris, si on a compris la complexité de la vie, si on s'est donné toutes les chances, et notamment relationnelles, ça n'est possible que dans la relation aux autres. Dans la relation aux autres et dans la capacité d'aimer de chacun d'entre nous. Je crois que c'est ce muscle-là qu'il faut développer le plus tôt possible. Si les gens savaient à quel point donner de l'amour vous permet d'en recevoir au moins autant, ce serait déjà quelque chose de simple et qui transformerait nos sociétés. Aimer quelqu'un vous apporte à vous quelque chose, en soi, sans même le retour. Donc, il y a dans l'acte d'aimer, c'est Juliette qui le dit dans Roméo et Juliette, elle dit « Plus je te donne, plus il me reste ». Il faut méditer ces mots et ils sont d'une force et d'une réalité avérée. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureuse dans votre vie ? D'aimer et de rire. Deux verbes qu'il faut retenir. Ah oui. Je crois savoir aussi que vous aimez lire.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'avoir des recommandations de lecture, quels seraient peut-être les 2 ou 3 livres que vous aimeriez conseiller, ou quels seraient ceux que vous offririez à quelqu'un qui est en quête d'un nouveau livre? J'offrirai Les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, où il a compris de façon magistrale ce qu'était la société d'aujourd'hui avec la relation entre les hommes et les femmes. C'est exceptionnel le passage qu'il y a sur l'évolution des femmes dans Les lettres à un jeune poète. Et en général, c'est pas pour ça qu'on retient ce livre, mais il a bien d'autres vertus, bien sûr, bien d'autres vertus. Mais là-dessus, c'est exceptionnel, la clairvoyance qu'il a eue pour dire qu'au début, les femmes vont imiter les hommes pour évoluer. Et malheureusement, je trouve que cette période est un peu longue. On y est encore. Un peu trop, à mon goût, avant de trouver le moyen elles-mêmes de montrer combien elles peuvent diriger, être présentes, être actives, vivre et changer la société. Donc je crois qu'en ça, il a eu un flair exceptionnel. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui que vous ne saviez pas à 20 ans? Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais plutôt, qu'est-ce que la sagesse vous a inculqué? Je sais qu'on entend souvent que à 20 ans, on a un peu des têtes brûlées, on pense tout savoir. Et j'aime beaucoup, personnellement, moi, ce qu'on appelle les personnes âgées, mais voilà que oui, j'adore. J'en suis, mais j'adore. C'est un terme, je sais. Bon, en même temps, il faut pas en effet avoir. Non. Voilà, mais en tout cas, une c'est vieille dame. Moi, je suis une vieille dame. Quand je parle de moi, je dis je suis une vieille dame. Vous êtes des sages. Je vais utiliser le mot sage. Je crois pas que je suis sage. Ah si, je pense. Vous savez, un sage qui reconnaîtrait qu'il est ne le serait pas déjà. Donc ça commence déjà comme ça. C'est juste moi qui vous perçois comme tel. Mais du coup, qu'est-ce que la sagesse peut-être vous a, transmis, appris? C'est que je ne sais rien. Et qu'on a toute la vie pour apprendre, heureusement. Ah oui. Du coup, je vais vous poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous, prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie, c'est être libre de choisir la vie que nous voulons avoir, avec la limite que la réalité vous impose, et qui est celle de la mort. Merci beaucoup, Perla, pour ce moment hyper enrichissant. Je crois que Cham est d'accord avec moi. Oui, Cham est d'accord. Pour les personnes qui nous écoutent et ont envie de prolonger cette écoute, je sais que vous avez écrit plusieurs ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous citer peut-être ceux que vous recommandez le plus, que vous aimeriez partager, et où est-ce qu'on peut les retrouver? On les trouve très facilement sur tout ce que vous voulez, dans les librairies, sur Amazon. Voilà, j'encouragerai quand même les librairies. Oui, on peut commander sur Paris Librairie. Alors pour ceux qui sont de Paris, je crois qu'il y a les équivalents dans d'autres villes. Voilà. Et on peut aller les chercher en librairie ensuite. Voilà, alors je recommanderais en tout cas pour vos auditrices et auditeurs un livre qui s'appelle « Ce que la vie m'a appris ». Et qui est vraiment essentiellement pour ces âges-là, encore que c'est valable pour tout âge, mais en tout cas c'est valable pour les âges de vos auditrices et auditeurs. Ce que la vie m'a appris, voilà, on trouve ça partout. Et je recommanderais bien sûr Les promesses de l'âge, qui est ce livre où j'ai découvert que j'étais une vieille dame. Je ne me le sentais pas venir, mais j'ai découvert que je l'étais. À 75 ans, je l'ai écrit. À 75 ans, et voilà, c'était les réflexions qui étaient valables pour moi dans cette découverte, dans le regard des autres, dans tout ça. Mais il y a quelque chose que je tiens à dire, vraiment encore une dernière chose, c'est que surtout, soyez toujours attentive à votre forme et à votre esthétique. Jusqu'au bout, il est important de rester au mieux de ce que vous êtes. Moi, j'ai une manière de le dire qui est la mienne, c'est que je me dis que jusqu'au bout, je voudrais que mes enfants aient toujours envie de m'embrasser. Merci beaucoup, Perla, pour ce merveilleux moment et j'espère à très vite. À très vite. Merci à vous.